Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation, RDC, Chine, Cameroun, Ukraine et pour finir, actualité en Syrie. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, mobilisation le 10 septembre 2015. Côte d'Ivoire, mobilisation le 10 septembre 2015. Voici la vidéo du mot d'ordre lancé par le président de la CNJC et secrétaire national de la JFPI, Auguste Abraham Diéty. Ouvrons les guillemets. Nous prenons la rue. Le 10 septembre 2015, nous n'avons que les moyens légaux et nous prenons la rue jusqu'à ce que Ouattara se plie en réformant la CEI, en libérant les prisonniers qui croupissent à la Maca et que les exilés rentrent. Fermons les guillemets. Mobilisation le 10 septembre 2015. Tout de suite, RDC Chine. Ce matin, aucun avion ne volera au-dessus de Pékin. L'aéroport est fermé et comme vous pouvez le voir, les 200 avions de combat dernier cri qui font partie de la parade militaire, l'armée a d'ailleurs rusé pour écarter tous les oiseaux dans l'espace aérien. C'est à peine croyable, mais les signes ont été dressés exprès pour détruire les nids d'oiseaux. C'est le défilé auquel assiste Joseph Kabila, commémorant les 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale ainsi que la victoire de la Chine sur le Japon. Les marchés chinois seront fermés pour le reste de la semaine à l'occasion de la commémoration. Et au programme de la visite du chef de l'État Joseph Kabila, plusieurs entretiens notamment avec son homologue Xi Jinping sur la coopération économique entre la Chine et la RDC. L'ambassadeur de la RDC en Chine, Charles Okoto, nous en dit un peu plus. Nous avons eu à déraciner l'idée qu'avaient la plupart des opérateurs économiques chinois. C'est-à-dire aussitôt arrivé, parce que pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu un forum où plus de 470 opérateurs économiques où j'ai eu à présenter le Congo. Imaginez-vous qu'il y a de nos frères chinois qui pensaient que l'Afrique c'était un pays. Et j'ai été précédé par mon collègue du Congo-Brazzaville et quand j'ai pris la parole, je crois que la salle était debout d'imaginer toutes les richesses que nous enveloppons. Et à cela, je crois qu'aujourd'hui, la porte de l'ambassade, il faut vraiment qu'il y ait des policiers parce que là, les gens se précipitent comme une mouche. Il y a l'engouement vers la RDC. Absolument. Aujourd'hui, l'avantage également est que au début, vous savez, il y a eu seulement, les gens se sont penchés sur le secteur minier. Mais pour l'instant, avec la présence d'un champ de mission diplomatique, les instructions bien tracées par le président de la République et avec les conseils de ministres des Affaires étrangères, nous sommes en train de focaliser maintenant l'attention vers une coopération multiforme. D'autant plus qu'il n'y a pas que des mythes chez nous. Il y a autant d'autres secteurs que nous voulons maintenant matérialiser. C'est pourquoi le bilatéral fera notre chef de l'État avec le président chinois pour pouvoir matérialiser tous ces formes de... Tout de suite, Cameroun par Dieudonné. Que la paix soit avec vous, que la paix soit faite en vous, par vous. Très important. Je rentre du Cameroun, je rentre en paix. Vous savez que je suis camerounais aussi. Je suis français et camerounais. Ouais. Alors quand je suis au Cameroun, je suis camerounais. J'enlève mes godasses et puis c'est vrai que j'étais dans mon village, j'étais bien, ça bouge là-bas. D'ailleurs, vous avez en lien de cette vidéo quelques reportages sur le port en eau profonde de Kribi. C'est à côté de mon village. Ouais. Quartier Mbala. Si vous voulez, on était jusqu'à présent, on était 5000 habitants, on va passer à 200 000. Parce qu'ils ont fait un port en eau profonde le plus grand d'Afrique centrale. Le projet du port en eau profonde de Kribi se situe à Mboro, environ 35 km au sud de la ville de Kribi, en République du Cameroun. Sa capacité totale de chargement et de déchargement dépassera 100 millions de tonnes et sera considéré ainsi comme étant le plus grand port d'Afrique centrale et occidentale en termes de trafic maritime et de transbordement. Donc ça bouge là-bas. Il y a beaucoup d'ailleurs, si vous avez envie de changer d'air, vous êtes intéressé par changer de vie, n'hésitez pas. Alors je vais laisser donc une adresse, vous pouvez nous contacter si vous avez envie, vous avez des compétences, vous êtes électricien, charpentier, je sais pas quoi, infirmier, il y aura besoin de tout puisqu'on part de la brousse, on est dans la jungle, de la forêt équatoriale, et demain ça sera une ville. Donc si vous avez, c'est vrai que c'est le Far West, quelque part, c'est un peu dommage, mais on n'en peut pas faire autrement. De toute façon, c'est les Chinois qui construisent le port,
C'est vrai qu'ils sont efficaces. Hein. Ils ont fait une autoroute. Avant, il me fallait à peu près une semaine pour rejoindre. Maintenant, il y a une autoroute. Merde, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y en a qui sont un petit peu dépaysés. Les pygmées, j'en ai vu 2-3, des copains pygmées là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je dis attention, faut se bouger, les gars. Faites un stage, hein, parce que là. Donc, quartier Mbala, n'hésitez pas, vous cliquez, puis on vous tiendra au courant. Puis si vous êtes intéressé, envoyez-nous des messages, hein, parce que c'est vrai que ça bouge. Tout de suite, Ukraine, par Xavier Moreau. Donc la question énergétique, effectivement, a toujours été au centre des problèmes ukrainiens, dans la mesure où l'Ukraine est à la fois une zone de passage du gaz russe vers l'Europe, et dans la mesure où elle est elle-même un gros client du gaz russe. Il est désormais admis que l'Ukraine s'avance vers un hiver particulièrement terrible, dans la mesure où toute sa production énergétique s'est effondrée dans tous les domaines. On connaît bien sûr le cas du gaz. Il faut savoir que l'Ukraine produit une partie de son gaz, elle ne fait pas qu'en importer de Russie, mais même cette production interne a baissé. Et si elle a pu ralentir ses importations de gaz russe, c'est uniquement parce que son industrie est en train de s'effondrer. Donc forcément, consomme moins d'énergie, et donc la demande en gaz ukrainien a beaucoup baissé. À côté de ce problème de gaz, il y a bien sûr le problème que nous avons déjà évoqué sur Stratpol, qui est la fin de la production du charbon en Ukraine. Pourquoi? Parce que l'essentiel des mines, et surtout des mines avec un charbon de bonne qualité, se trouvent dans le Donbass et sont contrôlées par les rebelles. Il y a également quelques mines dans l'ouest de l'Ukraine, mais celles-ci ont connu de gros problèmes, notamment parce que les salaires n'ont pas été payés, donc il y a eu des mouvements de grève, et la production de charbon aussi à l'ouest de l'Ukraine a sérieusement baissé. À côté de ça, la conséquence, c'est que les centrales électriques au charbon ukrainiennes ont commencé à cesser également de fonctionner, puisqu'elles ne sont plus approvisionnées. Il y a un an, Kiev avait commencé à importer du charbon d'Afrique du Sud, mais il s'est avéré que ce charbon était de mauvaise qualité, et cela avait donné en plus l'occasion à un nouveau scandale de corruption, puisque le ministre de l'énergie de l'époque a dû démissionner, soupçonné d'avoir acheté du charbon de mauvaise qualité à un prix bien trop élevé. Finalement, la question du charbon lie davantage l'Ukraine à la Russie, puisque le charbon qu'utilise l'Ukraine vient de la Russie, sans doute même du Donbass, en passant par on va dire par des intermédiaires russes, puisque officiellement Kiev refuse d'acheter le charbon du Donbass. Mais ce qui, sur le terrain, n'est pas en fait toujours le cas, puisqu'il y a de temps en temps des trains de charbon qui partent du Donbass pour aller du côté de Kiev. Plus grave pour les Ukrainiens, c'est la déclaration récente du Premier ministre Yatsenyuk, qui a demandé aux Ukrainiens de s'équiper en chaudière à bois dans leur appartement, puisqu'ils anticipent un arrêt complet non seulement de l'électricité, mais du système de chauffage, puisque en Ukraine comme en Russie, tout le chauffage est centralisé dans des grandes stations de chauffage. Et comme bien sûr ces stations ne seront plus approvisionnées en énergie, les Kieviens et en général les Ukrainiens risquent réellement, au sens propre, de mourir de froid cet hiver. Et ce qui fait que de toute manière, Kiev va être obligé soit d'obtenir des Occidentaux de l'argent pour payer leur note de gaz à la Russie, soit de se tourner vers la Russie comme vers un pays ami et demander du gaz à crédit ou même gratuit, comme ils l'ont fait ces 25 dernières années. Donc c'est l'occasion de revenir sur quelques mythes qui sont liés à l'énergie en Ukraine. Le premier mythe, ça a été celui du gaz de schiste. Bon, c'était une des motivations qui avait été avancée par certains journalistes, notamment Alexandre Bouclet, qui était le correspondant de Valeurs Actuelles au moment de Maïdan. Une théorie qui voudrait que la Russie n'aurait pas supporté la possibilité que l'Ukraine devienne un grand réservoir de gaz de schiste. Or, il s'est avéré, après le départ de Chevron, il y a à peu près un mois de la dernière zone d'exploration de gaz de schiste, qu'il n'y a pas plus de gaz de schiste rentable et exploitable en Ukraine qu'il y en a en Pologne ou qu'il y en a en Roumanie. Le gaz de schiste, c'est une espèce de mythe qui, en fait, ne fonctionne pour l'instant réellement qu'aux États-Unis. Parce que, comme son exploitation n'est pas rentable, il faut être capable de créer une bulle financière pour alimenter, en fait, cette source d'énergie.
Donc le gaz de schiste, bien sûr, est un leurre. Il est intéressant aussi de souligner que les concessions de gaz de schiste ont été données à l'époque de Yanukovych aux grandes compagnies internationales non russes. Et que ce soit donc en matière de gaz de schiste ou en matière d'exploration offshore, Yanukovych a toujours donné l'avantage aux sociétés Exxon, Chevron ou Shell, face par exemple à Lukoil qui aussi était intéressé de faire de l'exploration, production de pétrole offshore. Donc c'est intéressant de constater que là encore, Yanukovych n'a pas du tout été l'homme des Russes, contrairement à ce qu'on a dit, mais a voulu vraiment s'entendre avec les Occidentaux et notamment les États-Unis, et a fini d'ailleurs comme tous ceux qui voulaient s'entendre avec les États-Unis, Saddam Hussein, Noriega, Milosevic, la liste est longue et loin d'être terminée. Une autre idée fantaisiste qui avait été émise était de construire un terminal de gaz, de déliquéfaction du gaz, en Ukraine pour récupérer du gaz liquéfié américain par exemple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, les Américains n'exportent pas leur gaz, ils le consomment à l'intérieur de leur pays, et de toute manière, c'est un gaz qui est 20% plus cher, voire plus, que le gaz russe. Donc c'était absolument fantaisiste et pas rentable, puisque le problème de l'Ukraine, c'est qu'elle n'a pas les moyens d'acheter le gaz russe. Et si elle n'a pas les moyens d'acheter le gaz russe, elle n'a pas non plus le moyen d'acheter un gaz 20% plus cher qui soit du gaz liquéfié. Il faut aussi ajouter que jamais la Turquie n'autorisera le passage par ces détroits de ces espèces de bombes flottantes que sont les transporteurs de gaz liquéfié. Donc c'est toujours ces déclarations fantaisistes que le gouvernement ukrainien a fait au printemps 2014 et qu'il a fait également au printemps 2015 en disant que nous sommes bientôt indépendants du point de vue énergétique. Ce qui est totalement faux et ce qui en l'état ne peut pas arriver. Et donc finalement on s'aperçoit que Kiev va être de nouveau donc face à ce dilemme, et les Occidentaux aussi, c'est que qui va payer pour le gaz ukrainien ? Qui va payer pour l'énergie ukrainienne ? Et il est évident qu'on va constater une nouvelle fois que les Occidentaux se sont offerts un coup d'État à Maïdan dont ils n'avaient pas les moyens. Parce que la Russie a investi dans l'économie ukrainienne, soit en crédit, soit en gaz non payé ou mal payé ou payé en retard, à peu près 250 milliards de dollars depuis 25 ans. Voilà. Et Vladimir Poutine a parfaitement résumé ce dilemme pour les Occidentaux quand il a dit en Russie comme en Ukraine, lorsqu'on invite une femme à dîner, on paye l'addition. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus la Russie qui paye l'addition et ça va devoir être l'Occident. Et comme l'Occident ne la paiera pas, l'Ukraine sera obligée de se tourner vers la Russie, à moins d'avoir une explosion sociale ou une extermination de sa population par le froid, devra se retourner de manière amicale vers la Russie et trouver un compromis dans le domaine énergétique. Quoi qu'il arrive, l'hiver 2015 sera sans doute extrêmement dur pour les Ukrainiens. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. 10 martyrs et des dizaines de blessés dans un attentat terroriste à la voiture piégée à Latakia. 2 martyrs et 20 blessés, bilan des victimes des obus de mortier lancés par les terroristes sur Damas. L'armée de l'air détruit des rassemblements et des caches des terroristes dans les banlieues de Hama et d'Idlib et une avancée de l'armée à Azabadan. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.